Dans le cadre de notre semaine de la data, retrouvez les experts de Nexialo Consulting dans une série de podcasts qui traitent des problématiques et sujets d'actualité de nos clients sur le thème de la data. Nous aborderons tour à tour les différents piliers de notre business unit, à savoir data engineering, gouvernance des données, marketing, LLM et solutions data. Bonjour à tous, je suis Marvin Suzanne, manager de la business unit data chez Nexialo Consulting. Je suis accompagné d'Axel Fritz, également consultant en data. Bonjour Axel. Bonjour Marvin. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler des LLM, donc les modèles de langage tels que ChatGPT. On va évoquer leurs fondements et également les défis qu'ils posent. Donc tout d'abord, pour rappeler ce que sont les LLM, ou Large Language Model, ce sont une catégorie d'intelligence artificielle spécialisée dans la compréhension et la génération de texte. On les appelle à grande échelle car ils vont traiter une énorme quantité de données textuelles. Ils peuvent réaliser de manière totalement autonome des tâches qui, auparavant, nécessitaient une intervention humaine. Rédiger les textes, traduire des langues, générer du code, et bien plus encore. Alors c'est vrai qu'à l'origine, les LLM reposent sur ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond. Sont donc des réseaux de neurones artificiels. De la même manière que le cerveau humain est constitué de neurones qui se connectent et s'envoient des signaux, un réseau neuronal artificiel est constitué lui aussi de nœuds dans un réseau qui se connectent les uns aux autres. Et ce sont donc ces réseaux qui vont prendre en entrée une grande quantité de texte afin qu'ils puissent identifier les caractéristiques du langage humain. Et plus précisément, le type de réseau neuronal utilisé par les LLM, c'est le modèle Transformer. Ces modèles sont capables d'apprendre et de comprendre le contexte, ce qui est particulièrement important pour le langage humain. Ils utilisent une technique mathématique appelée self-attention pour détecter la manière subtile dont les éléments d'une séquence sont reliés entre eux. Ils comprennent par exemple comment la fin d'une phrase est reliée au début et comment les phrases d'un paragraphe sont reliées entre elles. Alors maintenant que nous avons brièvement défini ce qu'est un LLM, il peut être intéressant de comprendre comment ces derniers sont entraînés. On va dire qu'il y a 4 grandes étapes. Premièrement, et comme tout modèle d'intelligence artificielle, il faut collecter de la donnée. Les LLM sont entraînés sur d'énormes corpus de texte. Cela peut inclure des livres, des articles, des sites web. Et en fait, toute forme de texte disponible en grande quantité. Et ces données doivent être le plus variées possible pour couvrir plusieurs styles, contextes et domaines de connaissances. Donc pour prendre un exemple concret, GPT-4, qui est donc le modèle utilisé par ChatGPT d'OpenAI, a été entraîné sur 1 pétabit de données, ce qui correspond en fait à 1 million de gigaoctets, et c'est 227 000 fois le contenu de Wikipédia. Et donc ensuite vient le pré-traitement de ces données collectées. Donc les données textuelles collectées pendant la première étape doivent être nettoyées et préparées pour optimiser l'entraînement du modèle. L'objectif va être de réduire la volumétrie de ces données en supprimant les données inutiles. On retrouve des techniques comme la tokenisation, la lemmatisation ou encore le stemming. Donc après ces quelques étapes, vient de vous parler Axel, on peut débuter à proprement dit l'entraînement. Donc durant cette phase, en fait, le modèle va apprendre à prédire les mots, ce qu'on appelle aussi des tokens, et donc chercher à prédire les mots les plus probables en fonction d'un certain contexte. Et pour chaque prédiction correcte ou incorrecte, le modèle va ajuster ses paramètres internes, ce qu'on appelle les poids des neurones, pour améliorer ses prédictions futures. Et ce processus va être répété des millions, voire même des milliards de fois sur de nombreux exemples. Et en fait, c'est cette étape très longue et extrêmement coûteuse en termes d'énergie et d'argent qui justifie les 60 millions de dollars qui ont été dépensés simplement pour l'entraînement de GPT-4. Et enfin, on va terminer cet entraînement par une étape d'ajustement et d'optimisation afin de minimiser les erreurs de prédiction. Donc pour cela, on va utiliser des techniques comme le Reinforcement Learning by Human Feedback, où le modèle va apprendre à partir des préférences, des corrections et des directives fournies par les utilisateurs. Alors nous l'avons vu, les LLM peuvent être des outils puissants
pour le traitement et la génération de textes. Mais bien évidemment, il présente des défis, notamment le fait de perpétuer ou amplifier certains biais qui sont présents dans les données d'entraînement. Par exemple, un modèle pourrait avoir tendance à associer de manière automatique les termes infirmier à des femmes et ingénieur à des hommes, reflétant certains des stéréotypes présents dans les données d'entraînement parce que présents dans la société. Et donc un autre défi, comme on l'a cité précédemment, c'est les quantités significatives de puissance de calcul et de données que l'entraînement nécessite, ce qui peut donc être très coûteux et énergivore. Et enfin, ces modèles peuvent également générer des informations incorrectes ou trompeuses si le modèle n'est pas correctement surveillé ou mis à jour. On parle ici d'hallucination. Alors bien sûr, ce phénomène d'hallucination, c'est quelque chose qu'on va chercher à atténuer, à mitiger. Et pour ce faire, l'une des solutions est de faire appel au RAG, donc en anglais Retrieval Augmented Generation, ou en français, système de génération augmentée par récupération d'informations. Et donc un RAG, ça va combiner la capacité de génération d'un LLM avec un mécanisme de récupération d'informations pour améliorer la qualité et la précision de la réponse du modèle. Et donc ce mécanisme permet au modèle de rechercher et d'utiliser des informations spécifiques stockées dans une grande base de données lors de la génération des réponses, ce qui lui confère une capacité d'adaptation et d'exactitude supérieure dans les domaines spécifiques. Alors le fonctionnement d'un RAG, on peut le diviser en deux étapes clés. Tout d'abord, lorsqu'une requête est reçue, le RAG va commencer par identifier les segments du texte pertinent dans sa base de données. Et bien souvent, le choix de ces segments est basé sur la similarité sémantique avec la requête. Ensuite, les informations récupérées vont être intégrées dans le processus de génération de texte, donc de la réponse. Le modèle utilise ces informations pour constituer cette réponse, assurant que la génération est non seulement pertinente, mais aussi précise et basée sur des faits vérifiables. Comme vient de le dire Axel, on peut dégager plusieurs avantages de l'utilisation des RAG. Le fait qu'ils s'appuient sur des informations précises et récupérées depuis des bases de données leur permet de fournir des réponses qui sont plus exactes que les LLM standards, surtout dans des domaines qui nécessitent une expertise pointue, spécifique. Et donc cela règle en partie, bien sûr, les problèmes d'hallucination que l'on a évoqués juste avant. Et donc ensuite, les RAG peuvent rapidement s'adapter à de nouvelles informations et domaines, simplement en mettant à jour leur base de données de récupération. Ça va permettre de mettre à jour les données sans forcément réentraîner totalement un modèle. Chez Nexialog, nous avons développé notre propre solution RAG, spécifiquement pour les réglementations du système financier. On l'a appelé Maincoon, qui est spécialisé dans l'analyse et la compréhension des textes réglementaires. Et donc il peut répondre à des questions complexes et surtout l'avantage de citer ses sources, ce qui permet de pouvoir challenger la réponse apportée. Et donc le but de Maincoon est de proposer un véritable assistant qui va permettre d'accélérer les analyses et les recherches à travers les textes réglementaires. Il permet notamment d'expliquer un concept ou une notion en croisant plusieurs sources réglementaires, tout en citant ces dernières. Chez Nexialog, nous avons différents RAG qui correspondent aux diverses réglementations du système financier, BAL 3, IFRS 9, IFRS 17 ou encore CSRD pour ne citer qu'elles. Alors comme nous l'avons vu, les LLM sont entraînés sur des corpus de données extrêmement vastes, plus souvent issus du web. Et donc cette collecte massive de données pose déjà une première question, qui est quelle est l'origine de ces données ? Ont-elles été acquises de manière éthique, de manière légale ? Et donc il est crucial que les développeurs des LLM s'assurent que les droits à la vie privée ne sont pas violés durant la collecte de ces données. Il est indispensable de mettre en place des mécanismes robustes pour anonymiser les données et supprimer les informations potentiellement sensibles ou personnelles avant leur intégration dans les corpus d'entraînement. Alors c'est vrai que le risque de fuite d'informations personnelles ou sensibles, quelque chose de tangible, et en fait sans intention, les LLM peuvent mémoriser
et reproduire des fragments de texte sur lesquels ils ont été entraînés. Et donc ces fragments de texte peuvent bien sûr inclure des données confidentielles comme des noms, des adresses, ou même des informations médicales ou financières pour les entreprises. Et ce phénomène connu est appelé data mémorisation. C'est donc un sérieux défi pour la confidentialité. Et donc l'objectif va être de prévenir toute forme de réidentification. La responsabilité des entreprises et des chercheurs est impliquée dans la création et la gestion de ces modèles. Et c'est donc capital afin de maintenir la confiance du public et respecter les cadres juridiques en vigueur, tels que le RGPD en Europe, qui stipule des règles strictes sur le traitement et la protection des données personnelles. Donc nous venons de parler du volet légal. L'autre question, c'était comment s'assurer que le LLM respecte une certaine éthique. Précédemment, on a vu qu'il y avait des biais négatifs qui influencent l'équité, la justice. Ces biais donc, proviennent des données elles-mêmes, bien souvent, mais peuvent aussi venir de la manière dont les modèles sont conçus et utilisés par les entreprises ou les individus. Et pour répondre à ce problème, il est impératif d'adopter des méthodologies rigoureuses pour l'audit des biais dans les modèles. Cela inclut l'utilisation de métriques de biais spécifiques ou encore l'implémentation de techniques de désapprentissage pour éliminer les préjugés des données. Néanmoins, on sait aujourd'hui que ces techniques ne sont pas sans coût et qu'elles font souvent diminuer les performances des modèles. Donc, d'après ce qu'on vient de citer, il est clair que la transparence, dans le développement d'une part, mais également dans l'utilisation des LLM est vitale afin de maintenir la confiance du public sur la durée. Et donc il est important pour les organisations qu'elles dévoilent non seulement les types de données qu'elles utilisent pour l'entraînement des modèles, mais aussi les cas d'usage associés à ces modèles. Et donc on vient de voir dans ce podcast que les LLM sont des outils puissants pour diverses tâches. Mais comment mesure-t-on concrètement leur efficacité sur les tâches précises ? Une méthode consiste à faire appel à des experts pour évaluer les performances. Cela reste en revanche coûteux en termes de temps et nécessite donc une intervention humaine. On peut également utiliser des métriques et des benchmarks prédéfinis. Cette approche peut être très efficace, mais ces derniers ne sont pas toujours disponibles pour toutes les tâches, nécessitant donc le développement de tests spécifiques, ce qui est souvent complexe. Alors là, je ne vous apprends rien, on l'a vu au cours des derniers mois, les modèles de langage et les LLM ont révolutionné nos méthodes de travail et également transformé les organisations. Et maintenant, pour ces organisations, et les entreprises plus particulièrement, une des questions importantes, c'est de garantir un accès sécurisé à ces modèles, souverains, en passant par des clouds sécurisés ou des solutions open source en local, et bien évidemment des modèles performants. Merci Axel, et merci à toutes et tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn afin de suivre les actualités de la Business Unit Data Consulting et nos prochaines publications sur le sujet.